dernières minutes d'ouverture suite à ces riches échanges. Édouard, je vais te réappeler en tribune, voilà, pour que tu nous fasses un peu la conclusion et plutôt l'ouverture, parce qu'il y a encore pas mal de travaux à suivre. Alors oui, donc pour clore, donc là en synthèse, on a fait un point de focus sur ce en quoi donc la méthode label bas carbone est une méthode, hein, je le rappelle, pour mesurer la performance d'une exploitation agricole sur toute sa transition. Le grand sujet avec vous, agro-industriels, acteurs du luxe, c'est comment permettre d'arrimer les méthodes que vous utilisez pour mesurer la performance climatique de votre sourcing et la rémunération qui va y apporter, comment permettre de l'arrimer à ces méthodes à l'échelle de toute l'exploitation, puisque comme on l'a indiqué, on a un enjeu de transformation systémique et de faire collaborer plusieurs acteurs au financement de la transition. Collaborer, ça veut dire à minima qu'ils aient une base méthodologique aussi identique et cohérente que possible pour faire cette transition. Donc le label bas carbone permet de caractériser la performance, la progression d'une exploitation dans sa performance carbone. Pour autant, comme on l'a indiqué, c'est pas un label qui s'applique aux produits. C'est un label, comment dire, c'est pas parce qu'on est une exploitation labellisée bas carbone qui produit des crédits carbone que ce qui en sort, c'est une graine bas carbone. Et que c'est un blé, par exemple, un blé bas carbone. Or, c'est ce que demande la prime de filière, s'attache à rémunérer une performance acquise d'un grain. Donc, comment on fait le lien entre les deux? Juste avant ça, un petit pas de côté par rapport à ce qui était indiqué sur la biodiversité qui est revenue régulièrement. Il est évident qu'on ne communique jamais, on ne calcule jamais une performance carbone en agriculture sans mettre une batterie d'indicateurs de performance environnementale à côté, au premier rang desquels la biodiversité. Donc tous les outils que nous citons là, par exemple Carbon Extract, ont des indicateurs de performance sur la biodiversité en même temps qu'ils communiquent sur le carbone, ainsi que sur l'ensemble des impacts environnementaux par ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'un blé bas carbone? Comment qualifier un sourcing bas carbone? On ne va pas donner de réponse parce que, comme pour toute approche méthodologique, il y a différents angles qui sont possibles. Ce qu'on propose de décrypter, c'est les différents critères qu'on peut mobiliser pour caractériser un sourcing bas carbone et comment on met ça en place. Et au sein du projet Carbon Think, il y a notamment une réflexion avec les filières mobilisées, avec les agriculteurs, sur quelle combinaison de critères adopter pour caractériser la nature bas carbone ou pas du blé. Donc, on voit typiquement arriver beaucoup d'agro-industries qui sont engagées sur une réduction d'émissions. Et voilà, moi, je me suis engagé à réduire de 30% mes émissions. Faites-moi un blé 30% plus faible en GES. Donc, plusieurs approches méthodologiques possibles. Toutes sont théoriquement valables, je l'ai dit. Mais comment on fait pour le définir? Qu'est-ce qu'on entend par sourcing bas carbone? Et quel est le seuil d'éligibilité des grains? Parce que derrière, ces acteurs qui nous disent, moi, je vais instaurer une prime de filière pour mon blé qui sera, je sais pas, 30% plus faible en carbone, ok, comment on le définit? Quel blé est éligible? Quel blé n'est pas éligible? Donc, là, j'ai remis quelques lignes pour préciser la différence. Crédit carbone, on va rémunérer une transition d'exploitation sur le long terme. La méthode a la particularité de devoir garantir la permanence du carbone stocké. Donc on est sur du long terme avec des méthodes assez lourdes, assez robustes pour cette permanence. La prime de filière, ça rémunère une performance acquise d'un grain et ça rémunère plutôt une action ponctuelle. Le client agro-industriel peut accompagner l'exploitation agricole sur une saison, quelques années, et puis ensuite décider de faire un autre type de contrat ou aller ailleurs, alors que le crédit carbone, il est là sur plusieurs années, plusieurs dizaines d'années. Donc, les différences, comment interpréter un objectif de réduction GES d'un IAA? Il y a différents niveaux d'arbitrage pour définir la méthode qu'on va appliquer. La première, c'est est-ce qu'on rémunère un niveau de performance atteint ou un niveau de performance en cours d'atteinte. Par exemple, je vais rémunérer uniquement les acteurs qui sortent un blé qui est moins X% de carbone par rapport à ceci, ou des acteurs qui disent, voilà, moi je vous démontre que je mets tout en place pour d'ici 5 ans être moins X% de carbone par rapport à ceci. La première approche peut paraître la plus vertueuse. Néanmoins, ça impliquerait de sélectionner uniquement ceux qui, pour des raisons X ou Y, sont déjà plus performants et de mettre de côté tous ceux qu'on a besoin d'entraîner dans la transition pour réduire globalement l'impact climatique. Et vous pourriez avoir des agriculteurs qui sont plus performants pour des raisons géographiques. Dans telle ou telle région, vous avez besoin de mettre beaucoup moins d'azote, vous avez des cultures qui réclament moins d'azote, donc vous êtes plus performant qu'une autre région. Donc si vous validez uniquement la performance atteinte, vous risquez de passer à côté
profiter du potentiel que vous avez d'entraîner une transition de la filière. Et il n'y en a pas une meilleure que d'autres, hein. C'est juste pour dire que quand on définit une méthode, en fait, c'est complètement arbitraire, j'ai envie de dire, mais chaque approche est fondée. Le deuxième niveau d'arbitrage, c'est la référence de comparaison qu'on choisit. Je vais être 20% plus faible en carbone, plus performant en carbone. Ok, mais par rapport à quoi? Nous, quand c'est des agro-industries niveau monde qui viennent nous voir, en général, ils ont un sourcing dans différents pays d'Europe, dont la France, et en France, dans différentes régions. Mais en fait, chaque blé a, dès le départ, un impact climatique différent. Le niveau d'émission de gaz à effet de serre d'une tonne de blé dans la Beauce, dans le Santerre, en Italie, en Belgique ou en Espagne, il est complètement différent. Donc l'agro-industrie qui vient me voir en disant « je veux réduire de 20%, alors, est-ce que vous voulez réduire chacun de 20% par rapport à la référence initiale? Est-ce que vous voulez réduire par rapport... Et c'est quoi les références initiales? Est-ce que vous voulez réduire par rapport à la performance moyenne du blé dans la région dont on parle? Est-ce qu'on va prendre en compte la performance moyenne de chaque agriculteur au départ? Et en fait, chaque choix implique une approche méthodologique différente. Mais théoriquement, tout est possible. Il suffit juste de le définir. Et puis, idéalement, pour l'agro-industrie, de communiquer sur le choix de ses références et sur la méthode qu'elle a mise en place pour dire, voilà, j'achète un blé qui a moins X% de carbone. Alors là, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette slide, mais c'est un exercice qu'on avait fait dans le cadre du projet Carbon Think, où on avait croisé les différents critères possibles, avec à chaque fois la définition, enfin, comment dire, le niveau d'atteinte, ce que l'agriculteur devait faire pour avoir la prime. Donc avec ces deux grandes clés de lecture, en termes de référence, est-ce qu'on a une référence exploitation ou une référence moyenne générale, hein? Donc je vais être 20% meilleur en blé par rapport à moi, agriculteur, aujourd'hui, par rapport au blé que je vais produire, ou est-ce que on va me payer si je suis 20% mieux par rapport à la moyenne des gens de ma région ou de mon pays ou de la planète? Et la deuxième clé de lecture, j'ai indiqué, c'est le niveau de performance atteint ou le niveau de performance en cours d'atteinte. Par défaut, hein, le plus souvent, les primes, ça rémunère un niveau de performance atteint, et ça se comprend complètement. Néanmoins, pourquoi on met l'accent sur le niveau de performance en cours d'atteinte? C'est qu'on parle de plus en plus d'agriculture de régénération. Il faut savoir que l'agriculture de régénération, ça ne se décrète pas, c'est une transition qui peut prendre 5, 10, parfois 20 ans dans une exploitation agricole. Et c'est pour ça que dans ces cas-là, on incite les agro-industries qui mettent des primes pour ça, de rémunérer un effort qui va tenir dans la durée. Parce qu'on sait que l'agriculture ne peut pas passer d'une situation conventionnelle au jour J à agriculture de régénération bas carbone au jour J+1. D'où ce niveau de réflexion. Voilà, donc j'ai dit, nous, on ne donne pas la réponse de ce qu'il faut faire. De toute façon, il n'y en a pas. C'est à chacun de le définir. Encore une fois, pour rester best practice, je dirais c'est qu'il faut à minima communiquer sur la méthode qu'on met en place pour indiquer c'est quoi quelque chose qui est bas carbone. Voilà, je rends la parole au reste du panel. Eh bien, merci Édouard. Je pense qu'on va presque pouvoir terminer là-dessus en guise de conclusion. Moi, je retiendrai surtout donc un mot et qui définit bien ce qu'est aujourd'hui le projet Carbon Think, c'est le mot collaboration. Et voilà, donc on dispose encore au moins de la salle là, pendant quelques minutes, donc ça va être le moment maintenant d'échanger tous ensemble et de voir comment est-ce qu'on peut aller plus loin, notamment pour accompagner, nous, en région Grand Est, un collectif de 200 fermes de grande culture là, qui est en train de se former et qui cherche à valoriser voilà, son action en faveur de l'adaptation au changement climatique. Très bien. Je vous remercie à tous et puis je vous dis à très vite, je pense, pour continuer ce travail.